I'll overcome silent songs. I'll be humming on till you sing along. La métropole de Saint-Lazare, une ville où la justice et la corruption s'entremêlent, cache un sombre secret. Derrière les murs austères du commissariat central se dresse une organisation silencieuse, un cercle restreint de policiers pour qui la vérité est une variable modulable, un outil façonnable selon leurs intérêts. Cette organisation clandestine, connue sous le nom de la confrérie, façonne depuis des décennies les nouvelles recrues, leur inculquant des valeurs fondées sur la méfiance, la force et l'impunité. Les vétérans du département enseignent un code tacite: protéger les leurs, manipuler les rapports, falsifier les preuves si nécessaire. Toute menace extérieure doit être écrasée avant qu'elle ne devienne un problème. C'est dans cet univers que débarque Sophie Moreau, fraîchement diplômée de l'Académie de police de Rivière-Claire. Brillante et ambitieuse, elle a grandi dans l'ombre d'un père policier respecté, nourrissant l'espoir de marcher sur ses traces. Depuis son plus jeune âge, elle a appris que la loi est une affaire de clarté, les bons d'un côté, les criminels de l'autre. À ses yeux, la police est une institution infaillible, un rempart contre le chaos. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que la frontière entre l'ordre et l'injustice est bien plus floue qu'elle ne l'imagine. L'air est lourd en cette fin d'après-midi à Saint-Lazare. Sophie patrouille dans les rues du centre-ville, son regard balayé par un mélange d'adrénaline et d'excitation. Elle veut prouver sa valeur, montrer qu'elle n'est pas qu'une simple recrue, mais une policière déterminée à faire respecter l'ordre. La radio grésille soudainement dans son véhicule. Un individu suspect signalé devant le supermarché La Fontaine. Comportement anormal. Sans hésiter, Sophie enfonce l'accélérateur. Arrivée sur place, elle repère rapidement le prétendu suspect. Lucas Dupuis, un jeune homme de 20 ans, est adossé au mur du supermarché, absorbé par son téléphone. Il ne semble pas agité ni menaçant, juste concentré sur son écran. Pourtant, dans l'esprit de Sophie, un signal d'alerte se déclenche immédiatement. Elle descend de son véhicule et ajuste machinalement la main sur son arme, suivant l'entraînement qu'on lui a inculqué. « Monsieur, éloignez-vous de l'entrée. » Lucas relève la tête, surpris par le ton autoritaire de l'agente. « Pardon ? J'attends juste ma sœur. » Sophie ne relâche pas sa posture défensive. « Vos papiers, s'il vous plaît ?» Lucas fronce les sourcils. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait. » C'est à cet instant que tout bascule. Sophie, influencée par ses préjugés et son conditionnement, interprète la réponse de Lucas comme un signe de défiance. Elle hausse le ton. Main en l'air, immédiatement. Lucas, déconcerté, veut simplement sortir son portefeuille pour s'identifier. Mais ce geste, anodin pour lui, est perçu par Sophie comme une tentative de dissimulation ou pire, une menace. Sans réfléchir davantage, elle l'empoigne violemment et le plaque contre le capot de sa voiture. Un attroupement se forme. Des passants sortent leur téléphone et commencent à filmer. Au même moment, Michel Dupuis, la sœur de Lucas, sort d'une clinique dentaire située à quelques mètres de là. Elle aperçoit la scène et son cœur se serre. « Lucas !» hurle-t-elle en accourant. Elle voit son frère menotté, le visage contre la tôle froide du véhicule de police. « Lâchez-le !» Il n'a rien fait. Sophie ne l'écoute pas, aveuglée par son propre zèle. « Reculez, madame. C'est une affaire de police. » Michel, paniqué, sort son téléphone et appelle leur mère, Patricia Dupuis. « Maman, Lucas vient de se faire arrêter. Il n'a rien fait. Il faut un avocat. » Pendant ce temps, Lucas, impuissant, sent la pression des menottes se resserrer sur ses poignets. Il comprend qu'il vient d'être enfermé dans un engrenage qui le dépasse totalement. L'affaire prend rapidement une ampleur nationale grâce aux vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la communauté s'indigne. Lorsque le dossier arrive entre les mains du juge Marc Lefebvre, l'affaire prend un tournant décisif. Connu pour son intégrité et son passé marqué par une incarcération injustifiée, Lefebvre ne prend pas cette arrestation à la légère. Dès qu'il lit le rapport rédigé par Sophie Moreau, quelque chose lui semble suspect. « Apportez-moi les vidéos de l'arrestation et le dossier de formation de l'agent Moreau », ordonne-t-il à son greffier. Lorsqu'il visionne les images, sa mâchoire se crispe. L'enregistrement contredit totalement la version de Sophie. Il ne voit aucune résistance de la part de Lucas. En audience, il fixe la policière d'un regard perçant. « Agent Moreau,
vous avez menti dans votre rapport. Sophie tente de protester. Mais, votre honneur, le juge l'interrompt sèchement. Dans mon tribunal, les objections viennent des avocats, pas des témoins. Vous avez manipulé les faits pour justifier une arrestation injustifiée. Sophie sent une sueur froide couler le long de sa nuque. Pour la première fois depuis son entrée dans la police, elle réalise que la vérité ne sera pas façonnée selon sa volonté. Sophie Moreau est assise sur le banc des témoins. Chaque battement de son cœur résonne dans ses tempes comme le tic-tac d'une bombe prête à exploser. Face à elle, le juge Marc Lefebvre, impassible, fixe les documents qu'il tient dans ses mains. Son regard acéré transperce l'illusion de contrôle que Sophie pensait encore posséder. Agent Moreau, vous avez menti dans votre rapport. Ces mots, prononcés d'une voix posée mais tranchante, lui glacent le sang. Les écrans du tribunal diffusent la vidéo de l'arrestation. L'image est claire, incontestable. Lucas Dupuis n'a montré aucun signe de résistance. Il a simplement voulu présenter son portefeuille avant d'être brutalement menotté. Sophie sent la pression monter. Les regards dans la salle sont lourds, accablants. Parmi eux, elle aperçoit Patricia Dupuis, la mère de Lucas, dont le regard mélange colère et douleur. À côté d'elle, Michel serre les poings, sa respiration tremblante. Le juge pose lentement ses dossiers et croise les mains sur son bureau. Je vais vous poser une question, agent Moreau, et je vous conseille d'y répondre honnêtement. Pourquoi avez-vous arrêté Lucas Dupuis? Sophie hésite. Dans son esprit, deux voix s'affrontent. L'une lui crie de maintenir sa version, de défendre coûte que coûte son rapport. C'est ce que la confrérie attend d'elle. L'autre, plus sourde, plus lointaine, est celle de sa conscience. Elle inspire profondément. J'ai cru percevoir une menace. Sur quoi vous êtes-vous basé pour arriver à cette conclusion? Un silence pesant s'installe. Elle sait qu'il n'y a pas de réponse valable, pas de preuve, juste un instinct façonné par des années d'endoctrinement. Le juge ne la lâche pas du regard. Agent Moreau, vous avez falsifié votre rapport pour justifier une arrestation infondée. Vous avez suivi un schéma qui, à en croire les témoignages de plusieurs officiers, est une pratique courante au sein de votre département. Les murmures s'élèvent dans la salle. L'atmosphère est électrique. Sophie sent un frisson d'effroi lui parcourir l'échine. Elle comprend soudain que son propre camp ne la défendra pas. Elle est seule. Dans les jours qui suivent l'audience, Sophie devient une cible. À l'intérieur du commissariat, les regards autrefois complices se détournent. Ses collègues cessent de lui adresser la parole. Certains chuchotent sur son passage. Un soir, alors qu'elle quitte son bureau, elle trouve une enveloppe glissée sous son pare-brise. À l'intérieur, une simple note manuscrite. Sois maligne, Moreau. Oublie cette affaire. Sophie serre la mâchoire. Elle sait exactement ce que cela signifie. La confrérie l'atteste. Ils veulent voir jusqu'où elle est prête à aller. Mais la graine du doute a déjà germé dans son esprit. Le juge Lefebvre ne s'est pas arrêté à cette seule audience. Il a ordonné une enquête interne sur les pratiques du commissariat. Et les premières révélations sont accablantes. Des témoignages anonymes évoquent des dossiers modifiés, des preuves altérées, des suspects accusés à tort. Et puis il y a ce dossier, celui qui atterrit entre les mains de Lefebvre quelques jours plus tard. Lorsque Lefebvre ouvre le dossier de formation de Sophie, il comprend immédiatement ce qui ne va pas. Le programme qu'elle a suivi à l'Académie de Rivière-Claire contient des modules d'entraînement biaisés, mettant systématiquement en scène des suspects correspondant à un certain profil, jeunes, issus des quartiers défavorisés, souvent de minorités. Chaque simulation l'avait poussé à anticiper le danger, à voir une menace là où il n'y en avait peut-être pas. Lefebvre repose le dossier et frotte ses tempes. Ce n'est pas seulement une affaire d'une policière qui a menti. C'est un système entier qui a été conçu pour fabriquer des agents persuadés d'agir pour la justice, alors qu'ils ne sont que les rouages d'un engrenage biaisé. Il convoque Sophie en privé. Votre formation ne vous a jamais appris à analyser les situations avec objectivité. Elle vous a appris à voir des coupables partout. Sophie baisse la tête. Elle sait qu'il a raison. Mais alors, qui est-elle vraiment? Une simple victime du système ou une complice? La confrérie commence à s'inquiéter. Si Sophie part, elle pourrait déclencher une réaction en chaîne qui exposerait toute la corruption du département. Un soir, elle reçoit un appel. « Sophie, il faut que tu te taises. » C'est la voix de son ancien formateur, le sergent Dupont. « Si tu veux rester flic, tu dois comprendre qu'on protège les nôtres. »
Sophie ferme les yeux. Elle se souvient du regard de Lucas au tribunal, de Michel en larmes, et pour la première fois, elle prend une décision qui lui appartient réellement. Non. Un silence pesant s'installe à l'autre bout du fil. Tu viens de signer ta fin de carrière, Moreau. Elle raccroche. Et dès le lendemain, elle se présente au bureau du juge Lefebvre. Je veux témoigner. Le témoignage de Sophie est un tournant majeur. Ses aveux permettent de relier plusieurs affaires où des preuves ont été falsifiées. Les caméras du tribunal captent chaque mot qu'elle prononce. Le scandale éclate. Des têtes tombent. Des enquêtes fédérales sont ouvertes contre plusieurs hauts gradés. La confrérie n'est plus qu'un château de cartes en train de s'effondrer. Mais Sophie paie le prix fort. Elle est arrêtée pour faux en écriture publique et arrestation abusive. Elle plaide coupable. Le juge Lefebvre, malgré la gravité de ses actes, reconnaît qu'elle a fait un choix difficile. Vous avez contribué à exposer un système corrompu. Mais cela ne vous absout pas de vos propres responsabilités. Elle est condamnée à 3 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle. 3 ans plus tard, Sophie sort de prison. Elle n'est plus policière, mais elle a trouvé un nouveau rôle. Elle donne des conférences. Elle sensibilise les nouvelles recrues au danger des biais inconscients. Elle travaille avec des avocats, des militants, des familles de victimes pour que ce qu'elle a fait à Lucas ne se reproduise plus. Un jour, alors qu'elle termine une conférence, elle aperçoit au fond de la salle Lucas et Michel. Il la regarde. Elle s'approche. Lucas tend la main. Vous avez fait du mal, mais vous avez essayé de réparer. C'est un début. Et pour la première fois depuis longtemps, Sophie sent un poids quitter ses épaules. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la pour que d'autres prennent conscience des dangers des abus de pouvoir. Abonnez-vous pour d'autres récits aussi percutants.